Et bonjour tout le monde! Merci d'être venu par cette belle journée froide et ensoleillée de novembre. Le soleil m'a fait du bien, je sais pas pour vous. Ben, la dernière semaine, j'ai trouvé un peu grise et dure sur le moral. C'est un peu comme si on est passé de l'été à l'hiver. Il fait chaud tellement longtemps, puis il y a encore des feuilles aux arbres et de la neige. Aujourd'hui, donc, je peux voir que la plupart des gens qui étaient intéressés à la rénovation sont restés ici. Euh, donc là, on quitte un peu l'aspect efficacité énergétique pour mettre le focus plus sur l'aspect maison saine. Mais c'est sûr que c'est des aspects interreliés. On va faire quelques points. L'idée centrale que je vais aborder dans la présentation aujourd'hui, c'est vraiment comment réduire la pollution domestique à la maison. Euh, donc, dans un premier temps, on va vraiment survoler un peu le pourquoi, quels sont les risques, les dangers. L'idée, c'est vraiment pas de devenir hypochondriaque ou de commencer à faire de l'anxiété envers notre environnement. Ça serait très contre-productif, mais c'est juste de prendre conscience de quels sont les risques des différentes choses qui nous entourent, les différents polluants. Et après, vraiment passer comme dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison, qui est accessible facilement à peu de frais? Un mot rapide sur mon background. J'ai une formation en physique, un doctorat en génie du bâtiment, mais je suis pas ingénieure. J'ai plus un chapeau de chercheur. J'ai eu la chance d'habiter 7 ans au Danemark où j'ai enseigné, j'ai fait de la recherche. Ça fait quelques années que je suis de retour ici au Québec. J'ai recommencé l'enseignement à l'UQAM récemment. J'ai mon entreprise Bâtiment Vivant avec laquelle je fais des inspections de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les ondes électromagnétiques. Je suis formée en beau-biologie. Donc, la beau-biologie, c'est vraiment, en anglais, on dit building biology ou biologie du bâtiment en français aussi. C'est vraiment centré sur la maison saine. Euh, et quand on focus sur la santé humaine dans un bâtiment, par la bande, on vient chercher aussi la santé environnementale parce que justement, ce qui est. M'excuse de t'interrompre. Oui? André a comme décidé d'arrêter à 10h15 sa présentation et je suis convaincu que des gens qui sont dans son groupe qui voudraient réussir. OK. Fait que je te propose d'être, c'est moi qui décide, mais peut-être à ton égard que les gens qui sont là veulent qui carabinent ici à temps, y compris en orage, en guillemets, ben, André. OK. C'est ça. Fait que, Ben, parfait. Merci, Alexandre. Peut-être qu'on pourrait profiter, commencer par faire des échanges de questions. Euh, Peut-être finir rapidement sur mon background. Puis après ça, on va ouvrir la porte à des questions en attendant les autres. Donc c'est ça, la biologie du bâtiment, j'ai ultimement dans ma formation universitaire qui était beaucoup plus centrée sur l'efficacité énergétique, l'énergie solaire. Euh, Puis je me suis rendu compte que la question de la santé dans l'environnement, c'est beaucoup plus complexe, multifactoriel, et on en parle moins. D'ailleurs, je suis très reconnaissante envers André Fauteux puis la Maison du Daniel de vraiment faire une grande place sur la santé humaine et les liens avec le bâtiment. Euh, et en parallèle de Bâtiments vivants, les inspections que je fais, je suis également membre de Alte Coop, qui est une coopérative d'ingénierie qui a été fondée en 2017 par des membres finissants de l'EVS. À ce moment-là, j'étais au Danemark, je ne suis pas une membre fondatrice de Alte Coop, mais c'est vraiment une superbe coopérative où l'idée derrière Height, c'est vraiment de venir démocratiser, venir faciliter l'accessibilité et services d'ingénierie. Et par ailleurs, on offre un service d'accompagnement d'efficacité énergétique, de simulation énergétique, autant pour les maisons neuves, mais aussi en rénovation. Et en rénovation, c'est quand même difficile. Vraiment, c'est aller chercher un premier audit Renault Climat, avoir le rapport dans les mains, c'est vraiment une première étape. Mais une fois qu'on a le rapport, souvent, les recommandations qui sont faites sont quand même un peu génériques. Presque toujours, ils vont vous dire améliorer l'étanchéité, changer vos fenêtres. Des fois, changer vos fenêtres sans camion, c'est pas toujours la priorité. Donc, Altecoop, une personne externe, nous, on n'a rien à vendre, on n'a pas de produit à vendre. Parce que sinon, si vous allez cogner, si vous allez demander à des gens de thermopompes ou des soumissions, des entrepreneurs, des soumissions de réisolation, à chaque fois, eux, ils ont toujours des produits à vendre, donc ils sont peut-être pas super objectifs dans leurs recommandations. Donc, Antecoop, on peut être très utile pour vous aider dans ce processus-là d'accompagnement. Donc, ça peut être quelques heures sous forme de rencontre ou ça peut être vraiment un mandat plus gros où on fait des simulations énergétiques de votre bâtiment. Puis, est-ce que ça vaut la peine de réisoler vos murs, votre toit, à quel niveau air? On peut même faire des calculs de retour sur investissement.
parce que c'est des travaux vraiment considérables, là, de plusieurs dizaines, voire même facilement des centaines de milliers de dollars. Donc, faire des simulations avant, des calculs de retour sur investissement, ça peut vous aider à prendre les missions judicieuses. Oui? Au niveau de l'assistance, moi, j'ai été dans des réunions de maisons patrimoniales et les maisons en ciel, les perméabilités de murs, il y a tous les éléments qui sont complètement différents et qui sont très souvent inconnus des ingénieurs, des architectes modernes qui viennent étudier. Et il y a eu un cas qui nous a été présenté catastrophique où l'isolation avait été mise de façon trop importante. L'humidité est dans les murs. La maison nécessite plus de réparation que sa valeur. La ville refuse d'émettre le permis de démolition. Les propriétaires sont pris avec. Et tout ça parce que la planification des travaux de rénovation il y a une quinzaine d'années a été faite suivant les normes modernes. Mais les normes modernes appliquées à des constructions centenaires peuvent induire des choses catastrophiques. Les propriétaires, là, ils en pleurent, eux autres. Ils ont une maison qui n'a plus de valeur. La démolition est refusée et les rénovations coûteraient plus cher que la valeur de la maison. Puis eux autres, comme ils avaient acheté plus récemment, ils ont encore une hypothèque dessus. Okay? Ouais. Fait que tout ça pour dire que les gens qui assistent, quand on parle de maison patrimoniale, c'est quelque chose que les gens hésitent à toucher. Puis ceux qui y touchent, il faut vraiment qu'ils soient compétents parce que leurs décisions impliquent des coûts futurs énormes. Oui, juste 30 secondes pour reformuler l'intervention pour l'enregistrement. La question abordait surtout traitait du sujet des maisons patrimoniales et de la difficulté de réisoler ce type de maison-là. Et on faisait référence à un bâtiment qui a été réisolé et où il y a eu des problèmes majeurs. Et là, le bâtiment a pratiquement plus de valeur, devrait être démoli. Oui, c'est vraiment une difficulté particulière parce que les maisons patrimoniales sont peu isolées, sont pas étanches à l'air. On a des systèmes de construction différents. Donc, j'ai tendance à faire un parallèle un peu avec la médecine puis le serment d'Hippocrate. First, to do no harm. En premier, de pas nuire. Pour les maisons patrimoniales, faut garder ça en tête. Le bâtiment le plus écologique, c'est le bâtiment déjà construit. Mais s'il est vieux, si c'est un bâtiment patrimonial, sûrement qu'il y a quand même une bonne valeur, des matériaux nobles. Donc, peut-être que les factures énergétiques sont élevées, mais il y a une valeur esthétique qui, en termes de qualité des matériaux, souvent, c'est de la bonne qualité quand même. Donc, il faut préserver le patrimoine bâti. Et au niveau de la réisolation, c'est vraiment un défi. D'ailleurs, moi, en habitant 7 ans au Danemark, là-bas, c'est un pays quand même une plus grande historique que la nôtre, donc un système de bâtiments encore plus vieux que le nôtre, qui ont des méthodes leurs vieux bâtiments sont quand même des méthodes de construction différentes, vraiment, avec, par exemple, si on pense à des maisons en bois massif, avec de l'argile entre on appelle ça Bildungswerk. En fait, maintenant, on le traduit avec half-timbered building. Là, en français, je ne sais pas comment le traduire. Des bâtiments en moitié en bois massif. Il y a souvent une expression plus traditionnelle en français. Juste pour c'est une ossature de bois avec un remplissage argileux entre les ossature. Une ossature de bois avec un remplissage. Des fois, ça peut être Patrick, mais d'habitude, ça va être vraiment un remplissage d'argile non cuite. Puis, dès qu'ils réisolent, qu'ils mettent un frais vapeur, ça prend pas 2 ans que la structure devient complètement pourrie. Donc, il faut vraiment faire super attention avec les rénovations, particulièrement pour les maisons patrimoniales. Il faut vraiment bien comprendre. Puis même un bâtiment plus récent aussi, il faut déjà comprendre c'est quoi l'enveloppe existante, est-ce qu'on a un frein vapeur, quelle quantité d'isolation on a. Puis après, faut prendre la décision où on rajoute l'isolant à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce qu'on a besoin de rajouter un frein vapeur supplémentaire? Il faut vraiment tout faire une analyse. Donc ça, c'est vraiment une spécialité que j'ai développée depuis les 15 dernières années. Mon épopée, mon intérêt sur ce sujet a débuté lorsque Ginette Dupuis, une dame qui a une formation d'architecture, a voulu construire sa maison à Bolton-Est en bloc de terre crue. Puis à l'époque, je faisais la maîtrise de la Concordia. Puis elle est venue me voir en me disant « Ah, moi, je veux construire avec des blocs de terre crue et je veux pas mettre de frein vapeur. »
Et moi, j'apprenais dans mon cours sur l'enveloppe du bâtiment qu'il faut mettre un frein à vapeur pour éviter la condensation, dans le fond du côté froid de l'enveloppe. Donc, je lui disais, non, il faut ton frein à vapeur, sinon ça va de la condensation. Puis là, elle m'a dit, non, 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 les blocs d'argile sont hygroscopiques, vont absorber l'humidité, la réémettre, et dans ce cas-là, le frein à vapeur devient inutile. Donc, c'est là que je me suis mis à faire des simulations avec un logiciel qui s'appelle WUFI, W-U-F-I. C'est un logiciel allemand, qui est quand même un peu dispendieux et pas super intuitif. Donc, c'est vraiment plus pour les professionnels. Puis j'ai fait mes premières simulations Goofy, j'ai eu des résultats, on a regardé ça à l'époque, je vous avoue, je comprenais pas tant ce que je faisais, je regardais les résultats, je suis bah, je pense que c'est correct. Elle dit, ok, c'est bon, je pense oui. Puis sa maison a été construite, ça fait une dizaine d'années maintenant, puis il n'y a aucun problème. Puis là, avec le temps, là, j'ai mis au Danemark, j'étais directrice dans le projet de recherche international où on a instrumenté une 60aine de bâtiments. Et donc, j'ai eu l'occasion de mettre des capteurs dans sa maison. On a mesuré la température, l'humidité relative et tout se passe très bien dans sa maison. Ah, je vois d'autres personnes rentrer. Donc, Jean déduis qu'Henri, photo a terminé sa présentation. Excellent. Donc, on est parti sur des petites discussions en parallèle en attendant. Donc, pour conclure sur la question de la réisolation, oui, pour réisoler une maison existante, je vous dirais, c'est tant qu'à moi, c'est primordial de venir consulter auparavant pour être sûr qu'on ne va pas venir créer des problèmes. Il faut aussi, ça dépend de la perméabilité, du revêtement extérieur. Donc, il faut vraiment comprendre toute la compatibilité entre les matériaux. Donc, déjà, on peut faire une première évaluation objective juste en regardant la coupe existante et la coupe proposée de rénovation. Et au besoin, si c'est un cas complexe, on peut faire des simulations énergétiques pour éviter des catastrophes comme la description d'une maison patrimoniale. Donc, pour aujourd'hui, la présentation va se dérouler en 2 temps. Donc, en premier lieu, je vais parler de la pollution de l'air, des pollutions électromagnétiques et la pollution de l'eau. Et ensuite, on va compléter avec vraiment des actions à mettre en place pour venir améliorer la qualité de votre demeure. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire l'endo des votes de CPL. Je le niamycine, riboflavine, c'est quoi tout ça? Pour la nourriture, on a quand même beaucoup d'informations à travers l'étiquette nutritionnelle. Pour un produit, du moins, qui a une telle étiquette. C'est ça, si on achète un chou-fleur à l'épicerie, lui, il n'a pas son étiquette. Mais pour les produits transformés, on a la liste des ingrédients, on a l'étiquette nutritionnelle, on sait qu'est-ce qu'on ingère. Là, si on achète une maison, ça ne vient pas avec une étiquette. Et pourtant, c'est l'investissement financier probablement le plus important pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires. Mais ça vient pas avec un mode d'emploi, ça vient pas avec une étiquette sur son contenu. Qu'est-ce que cet objet-là comporte? Si il avait une étiquette, ça pourrait ressembler à ceci. Le bas est un peu trotté. Mais bon, quand vous aurez la présentation, vous pourrez voir, là, ça c'est tiré d'une recherche qui a été faite aux États-Unis en 2014. C'est une revue de littérature de plein d'études qui ont été faites sur les polluants qu'on trouve dans les maisons. Donc, à gauche, on trouve une liste de polluants chimiques. Si on a du xylène, trichlorobenzène, dichloroéthane. Et les points qu'on voit ici, en haut, on peut voir, là, c'est les points de différents standards. Donc, encore là, pour les standards, il y a plein de sortes de standards selon différents pays, pour les travailleurs versus non-travailleurs. Donc là, ici, on a pris différents standards, on met différents points. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que plus on monte dans le tableau, on peut voir qu'il y a certains polluants que les concentrations mesurées sont plus grandes que les points dans les standards. Donc, il y a certains polluants dans les maisons que les concentrations sont à des niveaux préoccupants, à des niveaux supérieurs prévus par les normes. Donc, dans cette étude-là, il y avait identifié certains polluants préoccupants, dont l'acétaldéhyde, l'acroléine, le benzène, le formaldéhyde, les particules. Donc, il y a vraiment certains polluants qui sont préoccupants dans nos habitations, mais on n'est pas au courant de ça parce qu'une maison n'est pas documentée. Donc, à moins qu'on vienne mesurer, on ne peut pas savoir. À l'œil nu, il n'y a pas moyen de savoir à quel polluant est-ce qu'on est exposé.
J'aime bien cette citation-là. Je l'ai laissée en anglais parce que je trouve que ça sonne mieux qu'en français. If you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. Donc, c'est un peu si tu prends pas le temps de focuser sur ton bien-être, à un moment donné, tu vas être forcé de prendre du temps pour focuser sur ta maladie, pour récupérer ton bien-être. Et le bâtiment, euh, mine de rien, peut avoir vraiment une grande influence sur la santé humaine. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais on évalue que 50% des cas de cancer sont causés par la pollution chimique, physique et biologique qui nous entoure dans nos bâtiments. Selon Dr Annie Sasko, épidémiologiste qui nous fait une conférence à Montréal récemment, il y a quelques semaines. On parle vraiment beaucoup des cas de cancer liés à la génétique, mais en bout de ligne, c'est seulement moins de 10% qui sont vraiment liés à la génétique. Et un 40% au mode de vie. Évidemment, ce qu'on ingère, notre style de vie est très important pour la santé, mais le bâtiment qui nous entoure a une grande importance. Et malheureusement, on vit à une époque où près de la moitié des Canadiens vont recevoir un cancer au cours de leur vie. Puis à chaque fois qu'on lit ces statistiques-là, on a toujours tendance à se dire ah non, mais moi ça va bien, je suis en santé, je mange bio. Mais de plus en plus, il faut, c'est une réalité qu'on doit être confronté. Donc je pense que c'est vraiment important d'être proactif à ce niveau-là. Quels sont les polluants principaux qu'on trouve qui ont un impact sur notre santé? Ici, j'ai illustré les principaux polluants. Les moisissures. Les moisissures, c'est un polluant à part, un polluant biologique. Parfois, elles peuvent être visibles, mais pas toujours. On a le CO2. On a les composés organiques volatiles. Ça, c'est une catégorie de gaz. On a les particules. Ça, on va utiliser l'acronyme le PM pour Particulate Matter en anglais. On a le monoxyde de carbone, CO, le plomb et le radon. Des polluants importants qu'on doit gérer. Pour le radon, en fait, il faut comprendre que c'est la deuxième cause la plus importante de cancer du poumon, après, évidemment, la cigarette. Et je trouve ça particulièrement triste parce que éviter un problème de radon, c'est quand même très facile. Ici, on a quelques statistiques. Plus de 3000 Canadiens meurent chaque jour d'un cancer du poumon provoqué par le radon. Puis 30% des cas, c'est des non-fumeurs. Donc, on veut spéculer que le radon est fortement la cause principale de la probabilité de ces décès-là. Et c'est quand même un cancer qui est difficile à traiter, là, avec seulement un 19% de probabilité de rester en vie après 5 ans. Donc, c'est un cancer important, difficile à traiter, et il y a vraiment un effet de synergie qui se fait. Si on a déjà été fumeur et si on a été exposé à du radon dans une habitation, là, les risques c'est vraiment décuplés. C'est un peu ce que ce graphique-là montre. R, c'est le risk ratio, c'est le risque de développer un cancer du poumon. Donc, en rouge, on a la ligne pour ceux qui ont jamais fumé en fonction de la concentration de radon. Donc, plus la concentration de radon augmente, plus notre risque compte. Puis, en bleu, c'est la courbe pour ceux qui ont déjà fumé en fonction de la concentration de radon. Donc, on peut voir que en bleu, c'est les fumeurs actuels. Et en vert, c'est les anciens fumeurs. Donc, il y a vraiment un effet synergique là. Pour les fumeurs, plus on est exposé à du radon, le risque de développer un cancer du poumon est vraiment important. Donc, c'est encore plus important d'être proactif et de s'assurer qu'on a un peu de problème de radon à la maison si on est fumeur ou on a déjà fumé. Et aussi, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas, même à une concentration de radon qui est plus faible, le risque il commence déjà à augmenter. Donc, il n'y a pas de niveau de radon qui n'est pas préoccupant. On veut toujours que ce soit le plus bas possible, mais dès qu'il y en a un petit peu, il y a déjà un risque. Mais quand on est vraiment faible, c'est pas préoccupant. Oui? C'est quoi la source des extraterrestres? Les sources principales? Oui, le radon est émis principalement, en fait, il est contenu dans le sol.
Donc, on a différents matériaux dans le sol et c'est vraiment la décomposition éventuellement de l'uranium qui va faire des sous-produits de radon. Puis le radon, c'est un gaz qui est plus lourd également que l'air. Donc, dans le sous-sol ou une maison de 2 étages, le niveau le plus bas de l'habitation, c'est toujours là d'habitude qu'on va retrouver des niveaux de radon plus élevés. S'il y en a qui habitent dans des multilogements qui sont en 2, 3, 4e étage, là, les risques d'avoir du radon en hauteur sont vraiment beaucoup plus faibles. Donc, c'est surtout les maisons qui ont des sous-sols et surtout s'il y a un bureau et une chambre à coucher dans le sous-sol, si on y passe beaucoup de temps, c'est vraiment important de venir faire tester. Ouais, je sais qu'à Montréal, il y a comme problématique majeure de la donne dans les tu fais des résidences, principalement dû à la présence de cet enfouissement qui sont enterrés depuis belle durée. Mais il y en a une multitude de sites d'enfouissement à Montréal. Ça passait aux nouvelles modelleries avec quelqu'un qui avait ce problème précis-là. Il a actionné la ville, je pense que c'est même pas réglé encore. Mais c'est identifié très clairement que ça a directement avec des sites d'enfouissement qui ont été carrément, mettons, enfouis en dessous de parcs, en fraude, dans Montréal. Donc, moi, je dirais exactement les bas niveaux de tout site d'enfouissement à prudence, peu importe où je suis situé. Puis c'est pas facile, puisqu'il y avait des sites d'enfouissement dans toutes les municipalités que je connais. Parce que tout le monde avait sa gonde au bout du rang, au bout du chemin. Là. Donc, essayer de faire en sorte, c'est comme vous cherchez un logement ou un bâtiment ou un terrain, de vous éloigner de tous ces sites d'enfouissement-là autant que vous pouvez, parce que c'est une source. Il y a déjà des carrés de radon. S'éloigner des sites d'enfouissement, c'est toujours une bonne idée. C'est la première fois que j'entends un lien avec les sites d'enfouissement et le radon. Je ne crois pas que le radon serait relié au contenu du site d'enfouissement, mais ça vient tout déranger le sol. Donc peut-être que c'est plus facile pour le radon de se frayer un chemin puis d'être libéré du sol. Et dans tous les cas, ça peut causer aussi des problèmes structurels et beaucoup d'autres pollutions. Juste faire le dernier point, je ne suis pas en vacances. C'est de ça, mais les sites d'enfouissement, historiquement parlant, n'avaient aucune mesure de sécurité sur que leur temps. Et donc, on mettait ça dans le temps. On changeait de nom pour être captable. C'est d'enfouissement technique et ce genre. Mais essentiellement, ils recevaient tous les types de déchets que vous pouvez imaginer, et même ceux pour c'est quoi. Ils sont. Et c'est particulièrement ceux-là qui sont les plus propices à poser des problèmes. Donc, c'est ça. Cherchez alentour de où est-ce que vous allez aller. Là, si tu n'es pas chercher un itinéraire, c'est effectivement très souhaitable. Oui, s'éloigner des sites d'enfouissement, c'est une recommandation pour plusieurs raisons. Euh, Concernant le radon, on veut trouver des cartes géographiques qui identifient des zones où il y a plus de radon. Mais franchement, c'est pas parce que dans une zone précise qu'il y a moins de radon. Il pourrait quand même se trouver du radon dans votre maison. Puis même si votre voisin a testé et il n'y en a pas, vous pourrez très bien en avoir. Ça dépend vraiment du sol et ça dépend aussi beaucoup de la qualité de la fondation, de l'étanchéité. Donc, franchement, dans la deuxième partie de la présentation, je vais vous indiquer quoi faire, comment faire pour tester avec le radon. Mais moi, je conseille à tout le monde de ne pas s'embêter à regarder les cartes pour essayer de trouver si on est dans un endroit qui a beaucoup de radon ou pas. Faites le test. Pour 50 vous allez avoir la paix, puis vous aurez la vraie réponse. C'est pour votre bâtiment à vous, c'est problématique. Pour le monoxyde de carbone, mais c'est un polluant qui est émis par la combustion, souvent avec la combustion n'est pas 100% complète. Donc, dès qu'on a une combustion, on a un risque d'accumulation de monoxyde de carbone. C'est inodore. Puis à chaque fois qu'on a des épisodes de panne d'électricité, puis des gens qui commencent à se chauffer avec des choses artisanales, comme un barbecue à l'intérieur, ou des fois, des fois au Danemark, il y avait une voiture que il y a un problème avec le pot d'échappement, puis une femme et son enfant sont morts dans la voiture parce que les gaz, c'est inodore. On s'en rend pas compte, ça vient déplacer l'oxygène dans notre sang, puis on fait juste comme tranquillement tomber dans les vapes. Donc, c'est un danger. Il faut simplement avoir un détecteur de monoxyde de carbone à la maison pour s'assurer de ne pas vivre cette problématique-là. Et d'autant plus, c'est obligatoire en fait si on a un appareil de combustion. Mais même sans appareil de combustion, c'est toujours une bonne idée d'en avoir pour éviter les problèmes potentiels.
l'entretien des cheminées. Donc, si vous avez un foil, des fois, ça peut être des chauffe-eau euh, au gaz, s'assurer vraiment d'entretenir tous les appareils de combustion pour éviter des problèmes. Puis les poêles aussi, les foyers ouverts, il y en a quand même de moins en moins parce que les clés d'assurance, c'est plus dangereux, hein. Mais des fois, pour des foyers ouverts, des fois, ça arrive que la cheminée vient tirer un peu moins, puis momentanément, tu sais, on a comme un- de la pollution vraiment qui vient comme à l'intérieur, qui est plus présente avec les foyers ouverts, quoiqu'ils sont quand même de moins en moins présents. Les composés organiques volatiles, c'est une grande catégorie de gaz. À l'intérieur de cette catégorie-là, on peut les classer sous les très volatiles, les semi-volatiles. Euh, c'est un peu difficile de donner des généralités par rapport à ces gaz-là, parce qu'il y en a, les différents gaz vont avoir différents niveaux de toxicité. On a par exemple le formaldéhyde, c'est un cancérogène connu. On veut à tout prix éviter les émissions de formaldéhyde. Mais si on épluche une orange, on va avoir du limonène qui va être libéré dans l'air. Et du limonène, c'est aussi un composé organique volatile. Le bois aussi va émettre certains COV. Par exemple, le pin va aller émettre du alpha-pinène. On a des bois résineux qui vont émettre des terpènes. Donc, pour les sauver, c'est plus difficile de dire à partir de tel niveau, c'est dangereux pour la santé, parce que là, la question se pose, ben, de quel gaz on parle? Est-ce qu'on parle de formaldéhyde, de benzène, du gaz qu'on sait qui sont cancérogènes, ou des gaz qui sont moins problématiques? Donc, selon le gaz impliqué, ça peut causer une multitude de problèmes pour la santé. Ça peut venir causer de la fatigue, des nausées, des étourdissements, des irritations du système respiratoire, des problèmes cutanés. Généralement, en premier, c'est vraiment le système oculaire, les yeux, la respiration, où on va sentir les premiers inconforts. Les sources dans la maison de composés organiques volatiles peuvent être diverses, compte tenu qu'on parle d'une catégorie de plusieurs gaz. La fumée de cigarette va en émettre plusieurs. Les matériaux de construction peuvent être une grande source de COV. Quand on achète un nouveau meuble Ikea ou un meuble un peu cheap en contreplaqué, en mélamine, puis on ouvre, il y a comme une odeur particulière associée à ça. Donc, c'est une bonne idée si on a un garage, s'il fait beau, d'ouvrir le contenant dehors, de le laisser quelques heures venir ventiler ses émissions pour venir baisser les niveaux avant de le rentrer dans la maison, ou en partant de choisir des meubles de meilleure qualité avec du bois massif si possible là, pour éviter les cols, les produits qui sont qui demandent plus d'ingrédients, qui vont avoir plus de composés organiques volatiles. Les peintures, les cols, les vernis. Quand tu as des fenêtres en bois, ça demande de l'entretien. Souvent, on va avoir un peu de condensation. Mais utiliser des produits sans COV. Faut lire les étiquettes, reprendre l'image du garçon avec sa boîte de céréales, puis vraiment. Puis des fois, en fait, faut même faire ce travail-là en amont parce que, bon, c'est peut-être pas au moment qu'on est dans une quincaillerie que là, on regarde l'étiquette, puis il n'y a pas toujours les ingrédients sur le pot. Mais en fait, avec le nom du produit, si on va voir en ligne, on peut venir trouver. Ça s'appelle les SDS, les Safety Data Sheets. Donc, si dans Google, on met le nom d'un produit qu'on désire acheter et on tape SDS ou Safety Data Sheet, souvent, on peut avoir accès à ces fiches-là. Souvent, c'est plusieurs pages. C'est pas toujours facile à analyser, mais selon le nombre de peut-être de morts qu'on peut retrouver dans le fichier, ça peut nous permettre de comparer les produits puis de voir. Ils vont pas Souvent, ils vont pas lister tous les ingrédients, mais il va quand même certains ingrédients liste d'ingrédients vont se trouver qui vont être fournis dans cette liste, dans ce document-là. Donc, ça permet de comparer les produits et d'essayer de commencer à évaluer la toxicité. Donc, ça, idéalement, c'est un travail à faire en amont avant d'aller à la quincaillerie lorsqu'on a un produit à acheter. Parce que souvent, sur le produit lui-même, en fait, on va retrouver peu d'informations, mais en faisant une recherche plus détaillée,
c'est possible d'aller avoir accès à des informations très détaillées, en fait. Oui. Vous avez parlé tantôt des normes de toxicité là, pour chaque produit, mais dans la vie de tous les jours, on est exposé à plusieurs produits en même temps. Est-ce qu'on fait des études pour voir s'il y a des synergies entre les produits? Très peu sur les synergies. Déjà, les études, il faut les financer. J'ai travaillé à l'université plusieurs années. Maintenant, je suis encore chercheur avec l'Université du Danemark du Sud. Euh, mais en fait, moi, ce qu'on m'a jamais dit quand j'étais étudiante à la maîtrise au doctorat, même comme chercheur, en fait, il faut aller chercher des subventions pour venir, pour avoir l'argent, pour être capable de faire des recherches. Moi, dans ma grande naïveté, je pensais qu'un coup que tu as un poste à l'université, tu as de l'argent, tu peux faire tes recherches. Non, non, on fait un peu comme vendre des palettes de chocolat. Donc, puis il faut se trouver des gens motivés à financer les recherches. Donc, l'industrie qui émet, qui utilise ces produits-là, eux, sont pas motivés à utiliser les risques. Et le gouvernement n'est pas nécessairement très motivé non plus. Donc, c'est pas facile d'aller chercher le financement nécessaire pour effectuer ces recherches-là, de un, et de deux, il y a tellement de produits chimiques et de combinaisons possibles que ça serait difficile aussi d'élaborer une méthodologie pour faire ce type d'essai. Donc, souvent, on va se puis déjà même des matériaux, un composé unique. Quand on fouille dans les bases de données, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est on n'a pas d'informations concernant ce produit-là, concernant cet effet-là. Donc déjà, au niveau des composés uniques, il y a plein de composés uniques qui n'ont pas été évalués. Donc, on est encore loin de la synergie. Puis, je ne sais pas si un jour, on va pouvoir se rendre là. Euh, je pense continuer sur les composés uniques, continuer après, si on le sait que déjà individuellement est problématique, ben là, qu'on combine à d'autres, oui, après un effet cocktail, qui des fois, ça peut être pire. Mais bon, si on sait que déjà, en partant, lui, tout seul, il n'est pas bon. Donc, outre certaines réactions chimiques plus connues, sinon, c'est quand même très peu exploré ce côté-là. Les autres sources de COV, les chandelles, l'encens, les huiles essentielles, entre autres. Les huiles essentielles, des fois, bon, faut user notre bon jugement aussi. C'est sûr que les huiles essentielles peuvent avoir des effets thérapeutiques, mais de manière objective, si on a un capteur de COV, on va noter une augmentation. Donc, il faut utiliser ces produits-là, il faut être conscient. Ils peuvent avoir des risques. Il faut les utiliser avec parcimonie et à bon escient. Pas en abuser. La cuisson aussi. La cuisson est quand même très polluante. C'est un peu déprimant quand on se met à mesurer la qualité de notre environnement pendant qu'on fait à manger. Tu te dis, ah, tu sais, moi, je veux me faire à manger moi-même pour bien manger, au lieu d'aller au restaurant. Mais la pollution, c'est quand même une source importante. La cuisson, c'est une source importante de pollution. Donc, l'utilisation de la hotte de la cuisine, c'est toujours une bonne idée. Souvent, elle est bruyante, donc investir dans une bonne hotte de cuisine, ça nous incite à l'utiliser plus souvent pour avoir moins de désagréments sonores. Les produits de nettoyage sont également peuvent être très problématiques au niveau des composés organiques de l'acier. Donc, faire attention aux travaux que vous utilisez. Ventiler lorsque vous faites du ménage, c'est toujours une bonne idée. Quand on passe le balai, la quantité, oui, on ramasse beaucoup de poussière, mais on en met aussi beaucoup dans l'air. Donc, favoriser l'aspirateur, par exemple, au lieu du balai. Quand il fait beau, ouvrir les fenêtres. Il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser. Et surtout, regarder les produits qu'on a à la maison pour venir cesser l'utilisation des produits conventionnels avec beaucoup de produits chimiques pour venir favoriser des produits plus naturels. Les particules, encore là, c'est un groupe de un groupe de substances. Les particules sont classées selon leur taille. On va souvent parler des PM10, qui sont les particules qui ont un diamètre inférieur à 10 micromètres. Les PM2.5 sont plus petites. Leur diamètre va être inférieur à 2.5 microns. Des fois, on parle des PM1, PM0.1. Donc, plus le chiffre est petit, plus les particules sont petites et plus elles sont potentiellement problématiques parce que plus elles sont petites, plus elles peuvent s'insérer profondément dans notre système respiratoire. Les particules les plus grosses vont être interceptées. On a nos poils de nez, on a plein de fils ciliaires dans notre système, dans nos muqueuses. Donc, on a un système de défense. Donc, les particules les plus grosses, souvent, vont être interceptées. Mais plus elles sont fines, elle a des chances de se rendre profondément là, jusque dans nos alvéoles.
Donc, on peut trouver vraiment toutes sortes de substances, par exemple, de la fumée, de la suie, des aérosols, de la matière biologique. Les moisissures aussi font également partie des particules, bactéries, pollen, pellicule animale, vraiment une grande catégorie de substances qui sont finalement classées seulement selon leur diamètre. La combustion est toujours une source de particules. Euh, Juste le fait d'être dans une maison aussi, c'est un peu plus difficile à analyser les particules parce qu'on a des standards pour l'extérieur, mais on n'a pas de ligne directrice pour la santé pour l'intérieur. Et à l'intérieur, dès qu'on a un humain dans la pièce qui se lève et qui va comme se déplacer d'un point A à un point B, ça crée un courant d'air qui, juste ça, quand on mesure les particules, on va venir noter une augmentation des particules. Donc, c'est pas toujours facile à analyser en environnement intérieur, mais quand même, on peut voir si on a juste des pics qui durent très peu longtemps, ou des fois, si le pic dure comme plusieurs heures, ben là, on sait qu'on a un problème de ventilation parce que là, la hausse reste trop longtemps, puis le système de ventilation vient pas faire sa job de venir diluer la pollution. Donc, la cuisson, les appareils de chauffage, les cheminées, c'est ça. Dès qu'on a de la combustion, c'est sûr qu'on a un risque de particules. Les poêles à bois aussi, c'est important d'avoir une bonne gestion de poêle à bois. Idéalement, on prépare notre feu comme il faut, puis on le part. Idéalement, il part du premier coup, puis après, on ferme la porte, puis on a une bonne amenée d'air. Puis, s'il fait pas trop froid, on le laisse s'éteindre. Puis un coup qui est éteint, là, on rajoute du feu. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte d'un foyer, surtout, des fois, ça dépend des conditions extérieures, mais des fois, quand il fait plus froid, des fois, là, ça tire vraiment bien, mais des fois, c'est ça dépend de la chaleur et tout. Donc, le foyer, essayez de minimiser l'ouverture de la porte du foyer, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, il y a toujours un risque là, des particules vénitiennes qui traînent à l'intérieur. Donc, l'effet sur la santé, c'est surtout au niveau là, au niveau du système respiratoire. Les moisissures, une autre source à considérer dans la maison. On peut la voir, des fois elle peut être visible, mais souvent elle peut être cachée. C'est aussi possible de faire des tests sur soi. Donc on peut tester sa maison, son environnement, mais si on a plusieurs symptômes de santé inexpliqués, c'est pas nécessairement tous les docteurs qui sont familiers avec ça, mais si vous avez la chance d'avoir accès à un médecin spécialisé dans les maladies environnementales, il pourrait vous aiguiller, puis c'est vraiment possible là, de faire des tests pour venir voir si on n'a pas des mycotoxines dans notre corps. Euh, Après, ça peut nous aider, puis à nous aider à identifier s'il y a un problème. Puis évidemment, au niveau du bâtiment, ben là, on peut faire des tests si on suspecte la présence de moisissure, ou des fois, simplement une inspection visuelle, une inspection olfactive permet de trouver la source. Si on voit de la moisissure visible, on sait déjà qu'on a un problème à gérer. On n'a pas besoin de dépenser pour des tests. Les causes, ça peut être un dégât d'eau, un afflux d'eau soudain. Il faut vraiment assécher le bâtiment rapidement. Ça peut être des fuites. Souvent, ça arrive, c'est des petites fuites, un tuyau qui goûte, du goutte à goutte. Ça prend du temps avant de s'en apercevoir. Puis là, au moment qu'on s'en rend compte, le vent peut avoir des dégâts considérables. Des fois, c'est vraiment au niveau de la gestion de l'humidité intérieure. C'est juste trop humide. Donc, c'est vraiment important d'avoir un hygromètre, de garder un œil sur l'humidité, d'avoir un bon contrôle. On va y revenir sur les stratégies pour contrôler l'humidité. Mais l'humidité relative, on a toujours un contrôle pour ça à travers comment on gère la ventilation. On a toujours des fenêtres dans un bâtiment, puis on peut toujours soit ventiler plus, ou là, si on a trop d'air, ben là, on peut venir calfeutrer davantage, par exemple, en bénéficiant des programmes éconologie, si on ne sait pas trop comment procéder soi-même. Donc, on a toujours un certain contrôle, un certain pouvoir sur le contrôle de l'humidité intérieure. Refoulement d'égout aussi, est toujours important d'avoir les petits clapets, c'est primordial, là. Les clapets anti-retour. Les moisissures peuvent avoir une multitude d'effets indésirables sur la santé, irritation du nez, de la gorge, des larmoiements, des difficultés respiratoires. Ça peut contribuer à l'asthme et ça peut vraiment devenir des maladies complètement incapacitantes qui peuvent empêcher de travailler. Et puis souvent, l'exposition à la moisissure, sont les gens qui ont une exposition à la moisissure, par la suite, vont devenir sensibles aux ondes électromagnétiques et ou aux produits chimiques.
souvent ces trois-là, dès qu'une personne a une problématique avec un de ces trois-là, ben là, elle va aussi retrouver à être plus sensible aux autres. Donc, quand on est en bonne santé, on est comme capable de gérer des niveaux de polluants comme normaux. Puis là, à un moment donné, quand le corps est plus capable de le gérer, ben là, on devient comme plus sensible à tout ça. Et c'est pas nécessairement facile de réduire notre exposition à tous ces éléments-là, surtout quand on est déjà affecté par des symptômes qui causent souvent une espèce de brouillard mental. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide pour travailler sur l'environnement. C'est un graphique que je présente dans presque toutes les presque toutes les discussions. Je me ramasse toujours à parler de l'humidité presque. Puis ça, c'est un graphique fait par un Canadien, Arundel, en 1986, donc c'est très, très vieux. Mais je trouve que c'est super bien illustré. Ce qu'on voit ici, en bas, c'est vraiment l'échelle d'humidité relative. Donc, si c'est très sec, on peut voir un enfant qui a beaucoup d'électricité statique. Et si on est très élevé, bon, on va pas super bien, mais on a comme plein de condensation, on est à 100% d'humidité relative. Puis ici, on a une multitude de phénomènes, comme par exemple les bactéries. Ben, les bactéries se propagent très bien, se reproduisent mieux quand c'est très sec ou très humide. De même que les virus. Les moisissures, elles, préfèrent les niveaux plus élevés. Pour éviter les moisissures, la plupart des moisissures, il faut comme 80% et plus d'humidité, mais il y a quand même certaines espèces qui réussissent à croître à des niveaux d'humidité relative inférieurs. Les acariens préfèrent les humidités plus élevées, à partir de 50%. Les infections respiratoires, elles, sont beaucoup plus prévalentes en milieu sec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus exposé, on est plus fragile, on a plus la rhume, le rhume, la grippe, on est plus sujet à ça l'hiver. Mais c'est pas parce qu'on a attrapé froid dehors, parce qu'on était mal habillé. C'est parce qu'on passe plus de temps à l'intérieur et la plupart de nos bâtiments, l'air a tendance à être très sec à l'intérieur. La plupart des bâtiments, on parle d'une moyenne de peut-être 30% d'humidité relative. Donc, à 30%, c'est trop sec pour notre corps. On n'a pas assez de mucus, donc on ne vient pas intercepter les polluants. Puis les polluants aussi restent plus longtemps dans l'air, quand l'air est plus sec. Donc, vraiment, les infections respiratoires, l'humidité relative est un très, très grand contributeur à l'augmentation des infections respiratoires qui nous affligent l'hiver. Les rhinites et les allergies sont également plus prévalentes en milieu plus sec et plus humide. Pour les interactions chimiques, d'ailleurs, c'est très compliqué les interactions chimiques parce que non seulement ça dépend des gaz, mais ça dépend aussi de la température et de l'humidité. Donc, il y a plein de paramètres à considérer. Plus l'humidité est élevée, plus on va émettre de polluants dans l'air. Et l'ozone, qui est un phénomène qui est exacerbé en milieu plus sec. Donc, en considérant tous ces phénomènes-là, quand on reste dans la plage entre 40 et 60% d'humidité relative, on vient comme minimiser la majorité des effets indésirables de ces phénomènes-là. Donc, l'humidité relative, c'est très low-tech. C'est comme on a tous une compréhension de l'humidité relative, mais contrôler l'humidité relative peut vraiment avoir un impact substantiel sur notre santé, considérant tous ces effets indirects-là qui sont influencés par l'humidité relative. Le plomb, qui est également qui est un polluant qu'il faut gérer. Avant, on le mettait dans l'essence, on le retrouvait dans l'air. Maintenant, c'est beaucoup plus géré. On en retrouvait dans les peintures, dans plusieurs produits. Des fois, on en trouve encore dans des jouets pour enfants en plastique qui viennent de Chine. On en trouve aussi dans l'alimentation en traces. On n'a pas trop le choix. Il y en a un petit peu dans l'environnement. Le riz a tendance à en avoir un peu. Donc, déjà, au moins au niveau du bâtiment, il faut s'assurer d'utiliser de ne pas avoir de plomb dans ce qui nous entoure. On a pratiquement tous du plomb. Après, il y a moyen de faire de la chélation. Le plomb peut vraiment causer des problèmes là, au niveau neurologique, mais il y a tout un protocole, encore là, avec un médecin en médecine intégrative ou une bonne conscience des maladies environnementales, et c'est possible de se libérer du plomb emmagasiné. Au niveau du bâtiment, les deux plus grands risques d'exposition au plomb, c'est vraiment la peinture des anciens bâtiments. Comment le détecter? On peut... ça, c'est un produit d'une compagnie vraiment intéressant.
avec un système de petites gouttes, puis ensuite avec une lampe fluorescente, ça nous permet de voir si l'objet contient du plomb ou pas. Donc, c'est très facile d'utilisation et c'est très, très sensible. Donc, la peinture, c'est vraiment une source importante d'exposition au plomb. Après, la deuxième source la plus importante, c'est l'eau. Les canalisations d'eau qui peuvent être en plomb. On va y revenir un peu, mais c'est possible de regarder soi-même ou de faire venir un professionnel pour s'assurer que vos canalisations d'eau sont pas en plomb. Pour la peinture, on retrouvait du plomb dans la peinture jusque dans les années 90. Donc, si vous avez une maison construite avant ces années-là, si jamais vous avez de la peinture qui s'écaille, c'est vraiment important là, de prendre d'avoir des masques avec des niveaux des filtres qui peuvent filtrer le plomb si vous vous lancez dans des travaux. Tant que la peinture est en bon état et qu'on la dérange pas, les risques seront relativement réduits, mais si on se met à faire des travaux, là, il faut vraiment prendre des précautions particulières. Les pollutions électromagnétiques, on en retrouve sous différentes formes. On peut avoir les champs magnétiques, les champs électriques, les radiofréquences et aussi les hautes fréquences transitoires. D'ailleurs, il y a des revues là, que vous pouvez prendre. La Maison du 21e siècle, j'ai écrit certains articles, entre autres sur l'électricité solaire et les hautes fréquences transitoires. Donc, c'est un sujet très complexe, mais on va faire un petit survol ici rapide des risques les plus importants. Donc, les champs magnétiques, les risques, une source importante de champs magnétiques, c'est les lignes de distribution d'électricité. Pour les champs électriques, dès qu'on a une maison qui a l'électricité, qui a des fils dans les murs, on va être exposé à des champs électriques quand on est relativement proche des fils. Les radiofréquences, mais on connaît tous nos téléphones, les rudeurs sans fil. Souvent, on va être très inquiet des tours à cellulaire, par exemple, qu'on peut voir, mais on a tendance à oublier le téléphone que plusieurs hommes ont tendance à porter comme ça dans la poche, ou des fois même les femmes dans leur soutien-gorge ou à la poche très proche du système, de l'appareil génital. Donc, il faut commencer par mettre l'attention sur là où on a le pouvoir avant de s'inquiéter des choses plus distantes où ça, on a très peu de pouvoir. Avec les émanations des champs électromagnétiques, lui, ça, c'est en BX. Oui. Il y a l'émanation quand même. Donc, lorsqu'on a des fils en BX, ils sont recouverts d'une gaine métallique et normalement, la gaine métallique, elle est mise à la terre. Donc, normalement, un fil en BX proprement installé n'a pas de champ électrique. C'est une façon de blinder contre les champs électriques. Si on ajoute, mettons, les fils réguliers en cuivre, avec une cage Faraday qui met à la terre aussi, on peut avoir la même protection. Exact. On pourrait avoir un fil conventionnel Romex en plastique, mais si autour, après, si on vient par exemple blinder pour les radiofréquences, on va utiliser une peinture conductrice qui, elle, va être mise à la terre. À ce moment-là, on vient couper les champs électriques. Il faut toujours mesurer, s'assurer que la mise à la terre est bien faite. Mais les champs électriques, c'est relativement facile de les réduire. Contrairement aux champs magnétiques. Les champs magnétiques, si on a des fils comme ça qui passent proche de la maison, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais pour les champs électriques, pour les radiofréquences, on a beaucoup plus de contrôle. Donc, le champ magnétique, normalement, dans un fil, en fait, on a toujours 3 brins. On sait, dans nos prises de courant, on a 3 fiches. Le plus gros, le petit sourire de la fiche, c'est pour la mise à la terre. Puis, dans les 2 autres, on en a un qui est l'amené. On l'appelle le fil de la phase, et l'autre, c'est le neutre. Donc, l'électricité va comme arriver par le fil de la phase et retourner par le neutre. Quoiqu'en réalité, c'est alternatif, donc c'est plus un mouvement oscillatoire. Mais c'est plus facile de réfléchir ainsi en se disant que l'électricité arrive par la phase, retourne par le neutre. Et dans un fil proprement, dans un circuit proprement filé, ça vient annuler le champ magnétique. Disons qu'on a 1 ampère dans un fil et 1 ampère dans l'autre fil. Quand on est collé à quelques millimètres du fil, là, on va avoir un petit champ magnétique. Mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, le champ magnétique tombe à 0. Il va s'annuler. Mais des fois, on peut avoir une erreur de filage dans le bâtiment. Des fois, on peut avoir des fils neutres de différents circuits qui sont connectés. Donc là, l'électricité va retourner par un autre circuit, un autre fil neutre. Donc ça peut créer des champs magnétiques dans la maison. Donc ça, c'est important de... C'est quand même relativement courant, là, dans peut-être 30% environ là, des maisons peuvent avoir des erreurs de filage comme ça qui génèrent des champs magnétiques plus élevés. Donc ça, vous avez un contrôle là-dessus.
ça se règle. Il faut faire un travail avec un électricien. Euh, Puis aussi, une autre problématique qui peut arriver sur laquelle on n'a pas le contrôle, c'est en Amérique du Nord, quand Hydro-Québec les amène à l'électricité, eux, ils ont aussi leur fil de neutre, mais ils ont aussi prévu que l'électricité peut aussi revenir par la Terre. Donc, le neutre ne va pas toujours avoir 100% de l'électricité qui arrive. Des fois, il peut y avoir un 20% ou une certaine quantité d'électricité qui retourne par la Terre, par design. Donc, ça crée des champs magnétiques plus élevés. Donc, ça, c'est une problématique là, particulière liée à l'Amérique du Nord. Bon, le panneau électrique aussi est une source de champs magnétiques. Certains appareils ponctuels, comme un réfrigérateur, tout appareil avec des moteurs, on va avoir un champ magnétique à proximité de l'objet. Donc, s'assurer, par exemple, de ne pas avoir un réfrigérateur et puis un lit, par exemple, qui est comme collé sur le mur arrière du frigo. Là. Des fois, j'ai observé ça. C'est des situations à éviter. Mais normalement, les sources ponctuelles, dès qu'on garde une distance d'environ 1 mètre avec l'objet, c'est pas tellement une problématique. Mais pour les champs magnétiques, c'est très, très difficile et super dispendieux de blader contre les champs magnétiques. C'est très rare là, qu'on va suggérer cette option-là. Donc, une erreur de filage, pas la trouver, la corriger. Donc, de toute façon, c'est une erreur qui contrevient au code du bâtiment. Ça peut aussi être un risque pour le feu, par exemple. Donc, dans tous les cas, on veut régler ça. Mais après, si c'est une problématique qui ne nous appartient pas, par exemple un fil extérieur, c'est plus difficile à gérer. Donc, les champs électriques, eux, les champs électriques sont toujours émis. Dès qu'on a un fil électrique sous tension, il va émettre un champ électrique. Mais on a vu qu'on peut les blinder relativement facilement avec un câble BX. Par exemple, si on fait une maison neuve, on peut choisir d'utiliser ce type de câble-là pour éviter les champs électriques. Sinon, la première chose à faire, c'est juste débrancher les appareils proches du lit. Sinon, on va avoir une lampe de chevet ou un réveil matin où on va recharger notre téléphone tout près du lit. Ne pas utiliser les fiches électriques proches du lit, déjà, c'est une façon facile d'éviter les champs électriques. Éviter les lits métalliques aussi. Si on veut changer de lit, c'est une bonne idée d'y aller pour un lit simplement en bois parce que tout objet métallique va avoir une tendance à venir comme attirer les champs électriques et si c'est pas mis à la terre, ben, la plupart du temps, là, ça vient contribuer à l'augmentation du champ électrique auquel on est exposé lorsqu'on est dans notre lit. Donc, s'il y avait les draps qui sont groundés, ça annulerait la vie métallique. Ça demande une réponse nuancée. Oui, c'est possible de se grounder. C'est possible d'acheter des draps qu'on met à la terre. Sauf que si on fait ça dans un environnement dont on n'a pas blindé les champs électriques en premier, c'est comme si toute l'électricité ambiante va être attirée par le drap mis à la terre. Et nous, étant en contact avec le drap mis à la terre, on vient être en circuit aussi avec ça. Donc, moi, ma recommandation, c'est en premier, blinder pour les champs électriques et ensuite d'utiliser un produit pour se mettre à la terre pour aller chercher les effets bénéfiques des électrons de la Terre. C'est un peu plus complexe comme question, mais en réponse rapide, ça serait ça. Après Boursier, je pourrais vous envoyer plus d'informations, là. Oui? Le prise électrique, quand je la tête du lit, si rien de penché dedans, c'est moins pire ce jour-là. C'est moins pire, mais si la prise électrique est très proche du lit, dès qu'on est à moins d'1 mètre, les champs électriques sont quand même présents. Donc, si on est juste à 1 pied, par exemple, là, d'une prise électrique, là, les champs électriques sont quand même importants. C'est possible de fermer certains circuits la nuit. Si, par exemple, on va au panneau électrique, puis on sait que le circuit 28, par exemple, c'est le circuit de la chambre à coucher, ça serait possible de le fermer. Mais avant de faire ça, il faut vraiment prendre des mesures pour vraiment bien identifier les circuits, parce que des fois aussi, en l'intérieur des circuits, des fois, il y a des drôles de choses qui se passent. Donc, c'est ça. Quand on est chanceux, en identifiant juste un circuit qu'on ferme, on peut venir baisser beaucoup les champs électriques. Des fois, il y a des circuits de d'autres. Tu sais, par exemple, on a le circuit du réfrigérateur qui passe, mais là, lui, on pourra pas le fermer. Donc, mais c'est une possibilité d'explorer les circuits qu'on ait recoupés les champs électriques. Parfois, ça peut être très facile et très bien marché. Au niveau des radiofréquences, Je m'excuse, madame, juste une Oui. question par rapport aux champs électriques. C'est quoi les effets sur la santé d'être exposé à ça? C'est une maladie ou? je l'avais enlevé. Pour les champs électriques, on a
Je pense que j'avais, bon, de mémoire, pour les champs électriques, on a un peu moins de recherche. On en a quand même sur les champs magnétiques. Les champs magnétiques sont vraiment associés à une leucémie, des risques d'avoir la leucémie plus élevés. Pour les champs électriques, on a un peu moins d'informations à ce sujet. Mais il y a quand même des études, entre autres faites par Hydro-Québec il y a une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus. Là, il y a eu un moment où ils ont fait davantage d'études, puis à un moment donné, ils ont commis un frein à tout ça parce qu'ils commençaient à trouver des choses, puis ils n'étaient pas intéressés à, à en savoir plus. Euh, mais les champs électriques peuvent être associés à une augmentation de différents cancers. Puis de manière anecdotique, on m'a rapporté que des fois, ça peut, par exemple, un enfant qui fait du pied au lit comme vieux, parfois il y a des champs électriques vraiment très élevés dans son lit, puis on règle la problématique de champs électriques, puis là, la problématique de pied au lit s'arrête. Donc des fois, il y a vraiment des effets comme physiologiques à court terme là, qu'on peut remarquer. Mais au niveau des études, c'est plus au niveau de une augmentation de cancer, de différents types de cancers. Pour les ondes électromagnétiques, on a un large spectre, plein de fréquences différentes. On a les ondes radio qui sont des ondes plus grandes. Après, au bout du spectre, on a le rayonnement ionisant, où là, il y a moins il y a pas de, il y a moins de, 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 voyons, juste le mot des petits mots qui me bêtent, que je cherche. Ouais, complexe, non, t'as pas ça, moins de controverse, merci, oui, c'est ça. Il y a moins de controverses sur les ondes, les ondes ionisantes. Tout le monde s'entend que c'est problématique pour la santé. Mais ensuite, à partir du moment qu'on tombe dans les rayonnements non ionisants, bon, il y a plus de controverses à ce niveau-là, mais en même temps, de notre côté, les études s'accumulent depuis une cinquantaine d'années. On a vraiment beaucoup d'informations qui montrent des effets biologiques des ondes non ionisantes. On a juste à penser à la molécule d'eau. C'est une molécule polaire qui est influencée par les champs électriques puis la quantité d'eau qu'on a dans notre corps. Donc, on le veut ou pas, les ondes électromagnétiques ont une influence sur la santé humaine. Un rapide survol historique. En 1895, c'est là qu'on a eu le premier système de télégraphie développé par Marconi. Le premier four à micro-ondes est arrivé en 1947. Les cellulaires en 71. Et là, c'est vraiment une explosion. Depuis Bluetooth qui a été développé en 94. La technologie Wi-Fi en 97. Les premières montres intelligentes en 2013. Donc là, ça fait vraiment partie de notre univers. La technologie nous apporte quand même plusieurs bienfaits, mais il y a également un revers de la médaille. Et elles sont de plus en plus omniprésentes et ça devient de plus en plus difficile si on essaye de réduire notre exposition. Pour les radiofréquences, maintenant, si on fait pas attention, là, si on a un consommateur conventionnel, assez facilement, on va avoir des dizaines d'objets connectés. Puis souvent, surtout de plus en plus, les sources intérieures vont être plus importantes que les sources extérieures. Donc, si vous êtes préoccupé par réduire votre exposition aux radiofréquences, commencez par regarder les objets que vous utilisez au quotidien. C'est là que vous avez le plus de contrôle. Pour les radiofréquences, au niveau de si on change nos habitudes de vie, comment on utilise nos appareils, on peut vraiment réduire notre exposition beaucoup. On peut également blinder pour les radiofréquences. C'est quand même une entreprise d'envergure, mais si on commence par exemple par une chambre à coucher, c'est quand même un projet qui est à la portée qui est accessible. Mais c'est sûr, si on veut blinder une maison au complet à 100%, c'est quand même très fastidieux. Pour les hautes fréquences transitoires, en gros, c'est les appareils électriques qui vont pas consommer 100% du courant. Et la plupart plus on augmente en efficacité énergétique, souvent, malheureusement, on vient perdre en qualité de l'onde. On va, par exemple, si on pense aux ampoules d'ailes, elles consomment moins que les ampoules incandescentes, mais il y a plusieurs ampoules d'ailes qui ensuite vont rajouter des radiofréquences, des hautes fréquences transitoires sur les réseaux électriques. Donc, on peut venir mesurer les hautes fréquences transitoires avec un petit appareil comme on peut voir sur la photo.
les sources sont de radiofréquences. On parle de blocs d'alimentation. Par exemple, votre ordinateur peut avoir un bloc d'alimentation. Dans ça ici, ça va générer des radiofréquences, des ballasts électroniques, surtout les premières fluo compactes. C'était quand même vraiment très. Moi, je les entendais même des fois parce que ça oscillait un peu. Là, c'était très désagréable. Au moins, là, les fluos compacts sont moins présentes maintenant. Là, depuis les Dell sont devenus. Après, pour les Dell, il y a vraiment la qualité varie vraiment beaucoup. Il y a des Dell qui sont très mauvaises, il y en a qui sont très bonnes. Donc, il faut les tester. Les gradateurs de lumière, typiquement, ils peuvent être problématiques là, au niveau d'augmenter les radiofréquences. Les thermopompes aussi, souvent c'est ça, les moteurs à vitesse variable. On les aime au côté efficacité énergétique, mais ils vont avoir une tendance à augmenter la quantité de trésor. Donc, les effets biologiques des ondes électromagnétiques pour les champs magnétiques sont potentiellement cancérogènes. Donc, on a parlé, là, c'est vraiment, on parle d'un risque de leucémie infantile à partir du moment qu'on est exposé à davantage que 3000 milligauss sur une période un peu plus élevée. Donc, pour les champs électriques, c'est ça, je savais que j'avais une diapositive sur les effets des champs électriques. Donc, on parle d'un risque accru de développer plusieurs types de cancers, incluant des leucémies et aussi des cancers du poumon. Pour les radiofréquences, il y a vraiment une multitude d'études qui ont déjà été faites. Déjà en 1971, on avait déjà répertorié plus de 2300. Puis c'est vraiment classé par le CIRC, l'Agence internationale de recherche sur le cancer, comme un cancérogène possible. Parce qu'il y a possible et probable potentiel, des fois je mélange. Cancérogène possible. Ça, c'est depuis 2012 et depuis les études continuent de s'accumuler. On a juste de plus en plus de preuves qui viennent corroborer tout ça. Donc, ça peut mener à plusieurs troubles, par exemple la fatigue, irritation, troubles cardiaques. Ça, c'est le fun parce que c'est quand même très objectif. On peut mesurer les signaux du cœur. Mais après, il y a des symptômes aussi plus subjectifs comme des maux de tête, la fatigue. Oui? À la lumière là, de toutes ces données-là, qu'est-ce qui fait que le frais de la construction n'oblige pas de blinder minimalement la chambre à coucher? Pour eux, j'imagine que la quantité d'évidence scientifique collectée n'est pas assez probante. Ouais. Je pense qu'il faut commencer par. C'est un peu dommage, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts au niveau individuel. Se renseigner, ensuite passer à l'acte, s'assurer que tout ça a été bien fait. Puis après, il faut venir documenter tout ça. Moi, j'ai beaucoup un profil de chercheur. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est collecter des données qui vont pouvoir permettre de démontrer les bienfaits. Mais c'est pas évident, ça prend du temps. Fait que je pense tranquillement, il faut commencer au niveau individuel, faire ce qu'on peut. Puis à travers les années, en collectant les données et éventuellement en publiant les bienfaits de tout ça, on va réussir à changer les choses à plus grande échelle, j'espère. C'est surtout la méconnaissance. Parce que dans l'idée que les gens apprennent des choses comme on est en train d'apprendre aujourd'hui, je pense que les codes de Boston, c'était excellent. Mais une bonne partie de la méconnaissance, puis une autre partie, bon, ben, on veut pas tomber dans les théories du complot, mais c'est sûr qu'il y a des lobbies qui ont peut-être pas intérêt à ce que certaines normes deviennent de plus en plus sévères pour essayer de faire ça. Merde de ça. Ouais. Puis il y a quand même des choses assez faciles à mettre en place et d'autres plus difficiles. Donc, on commence avec qu'est-ce qu'à notre portée. C'est un peu voir ça comme un voyage. On va pas tout faire du jour au lendemain. L'idée, c'est pas de devenir anxieux par rapport à notre environnement. C'est la dernière chose à faire parce que là, non seulement on a les effets immédiats, mais on a aussi les effets comme psychologiques, en plus d'avoir les effets physiques. Donc ça, on est comme attaqué deux fois. Donc, il faut vraiment pas se mettre à avoir peur de l'environnement. L'idée, c'est comme un peu de choisir nos batailles et dire, OK, ben ce sujet-là, je décide de faire une amélioration là pour maintenant. Pas de pas penser aux autres choses pendant ce temps-là. Puis après ça, on prend un autre dossier. Puis OK, là maintenant, je travaille là-dessus à réduire mon exposition sur ça. Je pense que c'est une façon plus abordable, plus facile d'approche.
Donc, finalement, vu que Jean-André a fini un peu plus tard, je me ramasse c'est un peu plus tard. Mais je vais quand même prendre un 5 minutes pour compléter. J'en ai déjà glissé un mot, mais on va prendre le temps de parler des actions que vous pouvez mettre en place pour facilement pour venir améliorer la qualité de votre environnement. Donc, en premier, optimiser la ventilation mécanique. Pour ceux qui ont un système de ventilation mécanique, assurez-vous un, qui est en fonction, deux, qui est utilisé à sa bonne capacité. Des fois, si on a trop d'air, trop de ventilation, l'air va être trop sec. Là, ça engendre plein de problèmes pour la santé. Ou des fois, on peut avoir on peut choisir si on recircule de l'air. Et là, si il y a comme un mode qu'on peut entrer, qu'on n'a presque pas d'air frais, mais qu'on fait juste seulement recirculer de l'air vicié. Donc, prendre le temps de regarder un peu son échangeur d'air, voir si on l'utilise d'une façon optimale. Le faire nettoyer, typiquement chaque 5 ans, quand vous renouvelez votre hypothèque, par exemple, ça peut être un aide-mémoire là, pour penser à nettoyer les conduits de ventilation. Puis, bon, oui, après, si on a des problématiques de santé particulières, on peut le nettoyer plus fréquemment. Moi, souvent, je conseille aux gens, par simplicité, de le garder toute l'année. Après, si l'été, vous gardez vos fenêtres ouvertes tout l'été, ben là, dans ce cas-là, vous pouvez l'éteindre, mais souvent, des fois, il pleut, des fois, il fait trop chaud. Donc, par simplicité, moi, je conseille de garder l'échangeur d'air allumé, puis bousculer les fenêtres pour, quand il fait beau, profitez-en et ventiler davantage quand la température le permet. Mais quand il fait trop chaud, trop froid, il pleut, ben là, au moins, vous êtes sûr que vous avez de l'air frais qui rentre en continuel. Pardon, les échangeurs d'air, as-tu des caractéristiques ou des éléments qui, pour l'achat d'un an, vous suggérez? C'est sûr d'avoir essayé ça. Pour les échangeurs d'air, il y a plusieurs. Déjà, regardez le niveau d'efficacité énergétique. Ça, on peut toujours aller chercher ça. Le code demande une efficacité très basse. Donc, on peut aller chercher une efficacité de récupération de la chaleur élevée. Ça, c'est déjà un premier bon pas. Après, au niveau des filtres, des fois, en option, on peut avoir des meilleurs filtres qui vont aller filtrer un niveau de particules plus fin. Donc, puis après, il faut penser à changer les filtres régulièrement. Donc, c'est deux choses, déjà deux éléments importants à considérer. Puis, les échangeurs d'air, c'est sûr qu'une meilleure efficacité, il va coûter plus cher, mais en termes de retour sur investissement, c'est vraiment les retours sur investissement les plus rapides. Bon, même si la machine, au lieu de coûter 1000 elle en vaut 4000, votre retour sur investissement, il va sûrement être en dedans de 4 ans. Là. Donc, ça vaut la peine de choisir une machine d'une bonne efficacité. Là, je parlais des coûts non installés, là, en passant. C'est pour le monde d'une maison. Il y a beaucoup de monde qui oublie ça, là, mais un échangeur d'air, c'est le pouvoir d'une maison. Et puis, c'est souvent regardé de loin, et puis, ou mal compris. De trop d'entrepreneurs qui voient ça comme étant un mal nécessaire. Hein. Mais de plus en plus, là, c'est vraiment l'élément clé. Puis, je suis pas surpris que ce soit le premier élément que tu parles aujourd'hui. Oui, souvent, en premier lieu, il faut éviter de produire de la pollution et après ventiler. Parce que de toute façon, on va continuer à respirer, on va continuer à faire à manger. Il y a des activités qui sont là pour rester, donc on a toujours besoin de ventilation. Après, pour les produits ménagers, je vais être brève pour pas trop qu'on prenne de retard. Je vais simplement vous donner deux ressources. Il y a le EWG, c'est le Environmental Working Group. Ils ont vraiment des superbes ressources, dont une base de données. Fait que c'est vraiment le fun. Vous allez voir là, vous allez chercher votre mousse récurrente pour four. Puis là, vous pouvez aller voir, ils ont un système de cotes de A à F. Donc, c'est vraiment le fun, c'est très visuel, c'est facile à comprendre. Eux, ils ont fait tout le problème, ils ont tout analysé les données, puis ils nous donnent ça de façon facile après à comprendre. Et ici, un site québécois dans lequel on peut trouver plein de belles recettes de produits d'entretien ménager. Donc, vraiment, ouvrez vos placards, puis faites le ménage. Là. Les produits, tous les produits qui contiennent là, du triclosan, des antibactériens, là, jetez ça, il y en a plein de solutions naturelles qui fonctionnent très bien. Suivez l'évolution de l'humidité relative. Vraiment, être entre 40 et 60%, c'est vraiment le sweet spot, c'est là où on veut être. L'hiver, on peut être plus proche du 40% parce que sinon, là, on va se mettre à avoir de la condensation dans les fenêtres. Donc, on a vraiment un gros pouvoir sur notre santé simplement en suivant l'humidité relative.
Si c'est trop sec en hiver, il faut penser à le calfeutrer, sûrement qu'on a trop d'infiltration d'air. Si c'est trop humide, ben, il faut penser à augmenter la ventilation. Ou sinon, des fois, la cause peut être autre, là. Si on a la sécheuse, le tuyau de sécheuse qui va dans l'air intérieur, faut trouver, là, si l'humidité est vraiment trop élevée, il faut trouver la cause et la régler. Maintenant, on a vraiment des bons capteurs de CO2 abordables. Ça, c'est une compagnie québécoise, là, CO2 Click. Maintenant, on a changé de nom, en fait, c'est Visibilair. C'est des bons produits, là, à partir d'environ 200 on peut venir mesurer le CO2, la température et l'humidité relative. Bon, il y a plein d'autres marques aussi, mais souvent, les moyens sans fil. Eux, on a l'option de les mettre en fonction complètement déconnectée. Donc, s'assurer qu'on ait une ventilation mécanique ou pas, je pense que tout le monde devrait avoir ça. Quand les niveaux de CO2 montent au-delà de 1000 ppm, ben là, on a un petit feedback visuel de OK, ça serait une bonne idée de, si on n'a pas de ventilation mécanique, on va ouvrir une fenêtre un peu. Ça peut nous aider à penser à ventiler au bon moment. Parce que la ventilation, vraiment, même naturelle, c'est pas une question de il faut ventiler pendant 5 minutes. Ça dépend vraiment, là. Des fois, il y a juste pas de vent, puis pendant 5 minutes, il n'y a rien qui se passe. Puis des fois, quand il fait froid, quand il y a beaucoup de vent, c'est en 1 minute, le travail est fait. Donc, ça nous aide vraiment à ventiler juste ce qu'il faut. Un test de radon, franchement, ça coûte comme 50 C'est possible d'en acheter 55 sur le site Poumon Québec. Et en plus, eux répertorient les données si vous acceptez. Donc, ça contribue à en savoir plus là, à l'échelle provinciale. Donc, faites tester pour le radon. Surtout si vous avez un sol ou une dalle sur sol et que des pièces sont comme occupées régulièrement. Après, si vous êtes en logement en étage, c'est moins problématique. Et pour les recommandations, maintenant, le code n'existe pas de reconnaissance de construction. Oui, maintenant, le code exige d'installer un système prêt à. Dans le fond, c'est des tuyaux qui sont dans la dalle. Puis comme ça, si jamais on est pour défaut une problématique de radon, ben là, ça va être facile d'installer un ventilateur qui va permettre de venir baisser les niveaux de radon. C'est probablement comme coûter moins cher vu que ce système-là est déjà comme préinstallé et prêt à être utilisé au besoin. Les spécifications sont efficaces avec ça, là. J'ai déjà entendu dire, bon, le tuyau sans bidon ou Ah, ben là, après, ça dépend. Ça dépend de la qualité du travail de l'entrepreneur. Il y a moyen de bien faire si on choisit un bon entrepreneur. Ouais. Pour le plomb, rapidement, on a parlé que la tuyauterie, c'est une source importante de plomb. C'est possible de faire un test soi-même pour voir. Vous aurez accès à la diapositive. Donc ici, je vous ai laissé des instructions là, pour évaluer vous-même si vos tuyaux sont en plomb. Si vous sentez que vous êtes capable de le faire vous-même. Sinon, c'est possible d'appeler la municipalité. De plus en plus, les municipalités sont au courant de cette problématique-là. Montréal est d'ailleurs proactive à ce niveau-là. Elle a sorti une carte. On peut voir, à Montréal, on peut entrer notre adresse. Puis là, on va nous dire si une canalisation sans plomb ou pas. Là, maintenant, les coûts ont explosé pour la réfection. Donc, c'est le propriétaire d'une maison. C'est parce que la ville fait les travaux, vous envoie la facture. Donc, au début, ça coûtait comme 4 000 au propriétaire. Mais là, on est rendu à comme 11 000 Donc, ça commence à venir faire cher du tuyau. Je vous invite à devenir plombier si jamais c'est un domaine qui vous intéresse. Ensuite, filtrez votre eau, peu importe que vous avez un puits ou que vous avez une eau d'aqueduc municipal, l'eau a toujours des résidus de pesticides, de produits chimiques, des médicaments. On veut toujours filtrer notre eau. Donc, un premier geste facile, la nuit, débranchez tout dans votre chambre. C'est fait pour dormir. Il y a plein de façons. Peut-être simplement débrancher votre lampe de chevet du mur. Le téléphone, mettez-le en mode avion, branchez-le dans la cuisine. C'est bon aussi psychologiquement là, de ne pas toujours être trop attaché à ces petites machines-là. Achetez-vous un réveil matin, ça coûte pas cher. Un réveil matin à batterie, comme ça, il ne va pas émettre des champs électriques. Même chose pour les tables de chevet, les lampes de chevet. Il y a plein de lampes électriques qui ont même un bon spectre pour lire la nuit avant de se coucher. Donc, commencez par la chambre à coucher. Laissez la porte entrouverte aussi si l'environnement sonore le permet pour favoriser un changement d'air supplémentaire.
Le routeur, la nuit, le débrancher, vous allez économiser de l'énergie, vous allez éviter des expositions inutiles. Vous pouvez le faire manuellement, ça coûte rien, ou vous pouvez acheter une minuterie. Ça coûte pas très cher et ça vous enlève cette charge mentale-là. C'est aussi bon de se dire, ah, mettons, à 10 heures, on l'arrête, mais là, c'est à 10 heures, on est encore en train de travailler sur notre ordinateur. Psychologiquement, c'est bon aussi d'avoir un rappel de s'arrêter. Puis, regardez votre utilisation de technologie sans fil. Comment est-ce que vous utilisez votre téléphone? C'est possible, par exemple, d'utiliser un téléphone VoIP, Voice over Ethernet, de telle façon qu'à la maison, notre téléphone est toujours en mode avion, puis là, on peut avoir des applications, il est filaire, on utilise seulement les données, on peut utiliser notre ordinateur pour prendre nos appels. Donc maintenant, il y a plein de technologies qui peuvent nous faciliter la vie. Pour le GPS en voiture, au lieu d'utiliser votre téléphone et vos données, vous pouvez juste acheter un bon vieux GPS Garmin, une autre marque, peu importe. C'est seulement un récepteur, il ne va pas émettre. Surtout dans une voiture, c'est un objet métallique, c'est quand même plus important de réduire notre exposition là. Ou vous pouvez, avant d'entrer dans l'auto, downloader en disant Google Maps, par exemple. Vous pouvez downloader à la maison votre téléphone avec une connexion filaire. Et là, dans l'auto, vous êtes en mode avion, puis vous pouvez quand même avoir accès au trajet. C'est sûr, vous n'avez pas le update du trafic en temps réel, là. Quand même une certaine limitation qui viennent avec. Mais bon, peut-être que 9 fois sur 10, vous pouvez vous en passer, puis quand vous êtes pris dans le trafic, ben, on utilise, on fait les choix qui nous conviennent selon nos priorités du moment. Donc voilà, je vais juste compléter. Si jamais vous. Donc là, la présentation va être disponible en différé. Vous aurez accès aux présentations, à la présentation d'entièreté. Puis, si jamais vous voulez avoir un petit résumé des actions, des 10 actions, vous pouvez vous inscrire sur ma liste de diffusion sur mon site web batimentvivant.ca. Et je vais juste compléter avec une formation que je cherche sur les matériaux biosourcés c'est en ligne à la fin novembre et en personne début décembre. Si jamais les matériaux naturels dans la construction vous intéressent, on va parler de paille, de chanvre et beaucoup plus encore. Alors voilà, merci. Je suis désolée, je prends un peu de temps, mais on a rattrapé un peu. Merci.